Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la classe Queen Elizabeth. Et oui, je sais que la chaîne a déjà 3 guides de 5 minutes sur la classe Queen Elizabeth, principalement axés sur leur histoire opérationnelle, mais celui-ci va vraiment tout résumer, un peu comme la mini-série que nous avons faite sur les différentes classes Iowa. Donc nous allons nous intéresser plus spécifiquement à leur histoire de conception technique, et ensuite, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, à la façon dont elles ont résisté aux dommages, puisque la façon dont elles ont résisté aux dommages à Jutland a déjà été abordée dans la vidéo sur Jutland. Ainsi, pour une classe de cuirassés aussi longue et riche en histoire, les origines des Queen Elizabeth sont en réalité une zone assez méconnue de l'histoire navale. Les archives de conception de l'amirauté offrent un superbe éventail de plans qui montrent le développement et l'origine de chaque classe de cuirassés jusqu'à la classe Iron Duke, qui était dérivée de la série de conception M, en particulier M4. Il y a ensuite un vide jusqu'à l'apparition de la série de conception R, et le dossier du navire, qui est un ensemble de documents de conception attachés à une classe de navire donnée, semble commencer à peu près au plan R3 avec quelques références à R3 étoiles et R4, ce qui est très inhabituel car la plupart de ces documents commencent par les premiers croquis qui sont souvent une ou deux lettres plus tôt dans l'alphabet, du moins en ce qui concerne les conceptions de l'amirauté. Maintenant, que ces conceptions antérieures aient été détruites, cachées, classifiées ou peut-être simplement mal classées, ce ne serait pas la première fois que cela arrive aux archives nationales. Quoi qu'il en soit, cela signifie qu'il nous manque au moins 3 conceptions, N, P et Q, O n'étant apparemment pas utilisé à l'époque, bien qu'il le sera plus tard dans l'après-Première Guerre mondiale, avec la conception 03 qui sera l'immédiat prédécesseur de la classe Nelson. Cependant, d'après diverses lettres, commentaires et autres correspondances dont nous disposons, il est possible de reconstituer le cheminement des conceptions dans une certaine mesure. Ce que l'on sait, c'est que lorsque Winston Churchill est entré en fonction comme premier lord de l'amirauté au début des années 1910, une conception avait été préparée pour une version améliorée de la classe Iron Duke. Comme les Iron Duke avaient amélioré les King George V, eux-mêmes supérieurs aux Orions, tous possédaient 5 tourelles doubles de canons de 13,5 pouces, alors plus puissants que les canons de 12 pouces des navires allemands de l'époque. Cependant, plusieurs facteurs allaient exercer une forte influence sur les choix de conception à l'avenir. Des informations d'Allemagne signalaient que l'amiral von Tirpitz voulait doter les futurs cuirassés allemands de canons plus gros que les 12 pouces. Il s'est avéré que la classe Bayern serait la prochaine classe allemande à être mise en chantier, et donc cette évaluation était exacte, même si, au moment précis où les premières options pour la classe Queen Elizabeth étaient envisagées, la taille exacte de ces canons restait un sujet de discussion ouvert dans la marine de Kaiserslautern. Aux États-Unis, la classe New York, avec ses canons de 14 pouces, était en construction, tandis que le Congo japonais, doté des mêmes canons, prenait forme dans les chantiers britanniques. La Royal Navy devait donc aussi construire des canons plus gros, car cela devenait indispensable. Le gouvernement britannique et la Royal Navy cherchèrent à mettre fin à la course aux armements navals, qui, bien que financièrement supportable, mobilisait des fonds que le gouvernement aurait voulu employer autrement. Mais la Royal Navy devait aussi garder la maîtrise des mers. Ainsi, une idée a émergé, construire davantage de puissants cuirassés pour montrer la force industrielle britannique à l'Allemagne et lui faire comprendre qu'elle ne pourrait jamais égaler la Royal Navy. L'idée était que cette poussée de dépenses à court terme permettrait, en théorie, d'éviter au budget d'avoir à construire 4 ou plusieurs navires capitaux chaque année, indéfiniment. Cela nécessitait un navire plus grand et plus performant, et ainsi le projet N, l'Iron Duke amélioré, serait mis de côté, avec 2 nouveaux projets envisagés, P et Q. P était très probablement l'option la plus lente, il aurait été légèrement plus rapide et un peu mieux protégé que les Iron Duke, tout en reproduisant la configuration de 5 tourelles doubles, sauf qu'il utiliserait maintenant l'arme expérimentale ultra secrète dite de 14 pouces. Il s'agissait en réalité d'un canon de 15 pouces qui subissait un développement accéléré à tel point que les navires étaient conçus pour lui, alors qu'il n'y avait aucune garantie qu'il fonctionnerait réellement. Heureusement, il s'agissait du canon de 15 pouces calibre 42, mais cela restait un grand risque à l'époque.
Q était une option rapide, s'inspirant des idées de l'amiral Fisher pour des croiseurs de bataille en permanence. Bien qu'il ne soit plus en fonction, il exerçait encore une influence assez forte sur Churchill par courrier et il réclamait un navire capable d'atteindre entre 28 et 30 nœuds, avec un blindage amélioré par rapport à la classe Lion et armé de 8 des nouveaux canons de 15 pouces. Sous bien des aspects, il s'agissait en quelque sorte d'une version préliminaire de ce que deviendrait finalement le His Majesty's Ship Hood. Les discussions sur la version qui était la meilleure ont duré si longtemps que, lorsqu'il a fallu demander au Parlement les fonds nécessaires pour construire les navires, aucun plan n'a réellement été présenté, seulement une demande pour construire 4 navires blindés vaguement nommés. Mais il semble que le projet P, bien que très puissant, n'était pas assez rapide au goût de Churchill ou de Fisher. D'un autre côté, le projet Q serait extrêmement coûteux. Un autre facteur est alors intervenu. À l'époque, la Royal Navy classait les vitesses des navires ennemis en 3 catégories: vitesse de conception, vitesse d'essai et vitesse en mer. Les 2 premières sont assez explicites, ce que la nation concernée pensait atteindre et ce qu'ils ont réellement atteint lors des essais. Cependant, la dernière prenait en compte la présence d'équipages plus ordinaires à bord, des conditions de mer plus moyennes, ainsi que divers modificateurs liés à la qualité connue du carburant dont disposait la nation concernée, ainsi que d'autres problèmes relevés à partir de l'observation des performances de différents navires de la marine. À cet égard, il semblait, du moins selon l'estimation de la Royal Navy, que si les 2 premières catégories pour les croiseurs de bataille allemands se situaient dans la tranche supérieure des 20 nœuds, selon le navire, ils estimaient également que leur vitesse maximale soutenue en mer était d'environ 23 à 25 nœuds. Cela variait encore selon le navire, principalement en raison de la mauvaise qualité du charbon que l'Allemagne devait habituellement utiliser, ainsi que du fait qu'en tant que navires à charbon, les efforts nécessaires pour maintenir un navire à pleine puissance finiraient par être totalement épuisants pour l'équipage avec le temps. En effet, cela est en réalité confirmé par la documentation allemande de l'époque, qui indiquait que maintenir un navire comme un croiseur de bataille à plus de 22 nœuds était en fait extrêmement difficile sur une période prolongée. Il semblait donc que si un cuirassé pouvait être conçu pour maintenir seulement 25 ou 26 nœuds au lieu de 28 à 30 nœuds, cela serait considérablement plus facile si le navire utilisait du mazout auquel la Grande-Bretagne pouvait accéder en quantité raisonnable. Cela permettrait alors d'obtenir un cuirassé capable de rattraper les croiseurs de bataille, d'autant plus que pour maintenir la vitesse maximale, si vous utilisiez l'option du mazout, il suffisait simplement de laisser les vannes ouvertes au lieu de faire travailler vos soutiers jusqu'à l'épuisement. Ainsi commença la conception R. Il serait bien trop coûteux de porter un navire à 10 canons à cette vitesse cible, mais réduire la vitesse de conception des navires plus rapides de 2 à 3 nœuds permettrait d'obtenir un navire moins cher, mais toujours très puissant. Cela aboutit finalement à 3 options. Les conceptions R 3 étoiles et R4. R3 avait une épaisseur maximale de ceinture de 13 pouces et une augmentation d'1 pouce par rapport à l'Iron Duke sur la passerelle blindée, les barbettes, les tourelles et les toits de tourelles. Les tourelles étaient organisées en 2 paires superposées à l'avant et à l'arrière. R 3 étoiles a échangé la plupart de ses augmentations de blindage contre un système complet de cloisons anti-torpilles, tandis que R4 a déplacé la tourelle arrière superposée vers une position plus similaire à celle du His Majesty's Ship Tigre. Cette option a vite été rejetée car elle offrait de moins bons angles de tir pour les canons principaux et coûtait plus cher, le navire devant être un peu plus long. Les principes de conception du R3 avec les cloisons anti-torpilles ont été retenus. À ce stade, les navires auraient pu atteindre leur vitesse de conception d'environ 25 à 26 nœuds, mais lors de l'élaboration des plans détaillés, il fut décidé d'opter pour la propulsion au mazout bénéfique pour la vitesse, surtout soutenue. Cependant, la réintroduction de la plupart des augmentations de blindage prévues sur le projet R3 ajouta du poids, empêchant ainsi les navires d'atteindre leur vitesse de conception initiale.
L'autre augmentation majeure du poids provenait de la décision d'opter pour une propulsion entièrement au mazout, car ce carburant liquide nécessitait des réservoirs pour le stocker, et personne n'avait jamais construit un navire de guerre aussi grand fonctionnant au mazout auparavant. Ainsi, les réservoirs et leurs structures de soutien ont été largement surdimensionnés, simplement par précaution. Cependant, le volume moindre occupé par le mazout signifiait qu'il y avait plus d'espace disponible à l'intérieur de la coque, et cet espace a été transformé en commodité supplémentaire pour l'équipage, ce qui constituait un petit avantage. Alors que les nouveaux navires n'emportaient que 8 canons contre 10 pour pratiquement tous les précédents modèles de dreadnought britanniques, la bordée du navire était nettement supérieure en poids de projectiles à celle des canons de 13,5 pouces des Iron Duke, et les 4 tourelles de 15 pouces ne pesaient qu'un tout petit peu plus que les 5 tourelles de 13,5 pouces du navire plus ancien. On souhaitait construire autant de navires que possible, et au départ, il semblait qu'un total impressionnant de 11 de ces bâtiments pourrait voir le jour, 4 financés par le Royaume-Uni en 1912, un offert par les États malais et 3 par le Canada, portant le total à 8, auxquels s'ajoutaient 3 autres dans les prévisions de 1914, ainsi que un des nouveaux dérivés moins chers de la classe Revenge, après la commande de 5 navires de la classe Revenge l'année précédente. Mais finalement, l'effort canadien a été rejeté par un vote au Parlement canadien et il a ensuite été décidé de construire un Queen Elizabeth et 3 Revenge modifiés, car ces derniers étaient un peu moins complexes et donc plus rapides à construire. Ce 6e Queen Elizabeth devait s'appeler Azincourt, mais finalement le déclenchement de la guerre a conduit à l'annulation d'Azincourt et de Résistance, l'un des Revenge qui devait être construit dans les chantiers navals royaux, ainsi qu'à la suspension de Renown et Repulse, qui avaient été commandés à des chantiers privés et auraient entraîné des pénalités s'ils avaient été purement et simplement annulés. Ces 2 derniers seront plus tard achevés comme croiseurs de bataille. Azincourt aurait sans doute été d'un modèle un peu différent, mais seuls Queen Elizabeth, Valiant, Warspite, Barham et Malaya entrèrent finalement en service. Les 5 furent mises sur cale entre 1912 et 1913, lancées de fin 1913 à début 1915, puis admises dans la flotte entre fin 1914 et début 1916. Les navires furent finalement armés avec les 8 canons de 15 pouces mentionnés précédemment, ainsi qu'une batterie secondaire de 16 canons de 6 pouces montés en casemate. Cependant, ce nombre s'est avéré peu pratique, sauf par mer d'huile, et seule Queen Elizabeth sera effectivement achevée avec les 16 canons, 2 étant retirés et les autres rapidement déplacés peu de temps après. Les autres navires devaient avoir 14 canons, mais à mi-Première Guerre mondiale, ils n'en avaient plus que 12 chacun. 4 tubes lance-torpilles immergés de chaque côté et quelques canons anti-aériens de 3 pouces pour viser les zeppelins. Et une poignée de canons de salut complétèrent l'arsenal. Le blindage atteignait 13 pouces sur la ceinture et les tourelles, avec une propulsion de 56 000 chevaux vapeur via 4 hélices. Parce qu'ils ont été achevés en temps de guerre, les essais normaux n'ont pas eu lieu, leurs vitesses resteront inconnues. Les essais de vitesse ont été menés en situation de guerre et sous camouflage. Ils atteignaient environ 24 nœuds à pleine puissance. Bien que la classe ait parfois fait mieux qu'en nécessaire, leur puissance en surcharge atteignant près de 50% de plus que prévu, soit environ 75 000 chevaux. La machinerie au mazout présentait plusieurs avantages sur le charbon, outre la facilité de maintenir une vitesse élevée. Ils étaient plus autonomes, accéléraient plus vite et se ravitaillaient plus facilement. Et ils dégageaient bien moins de fumée. Quelques différences existaient. Reine Elizabeth, Warspite et Malaya avaient des turbines de croisière et à entraînement direct, tandis que Valiant et Barham n'avaient que des turbines à entraînement direct. Durant la guerre, de nombreux petits changements auraient lieu. Installation de postes de contrôle supplémentaires, de nouveaux projecteurs et déplacement des projecteurs existants. Après la bataille du Jutland, des blindages supplémentaires furent ajoutés autour des soutes à munitions, une nouvelle protection contre les explosions et une meilleure tuyauterie d'inondation installée, ainsi que des plateformes de lancement pour chasseurs sur les tourelles B et X. 4 des 5 navires participèrent à la bataille.
la reine Élisabeth étant absente pour maintenance en cale sèche. Le Warspite et le Malaya étant gravement endommagés, la reine Élisabeth sortit de cale sèche et devint le navire amiral lorsque l'amiral Beatty prit le commandement de la grande flotte. Durant l'entre-deux-guerres, on prévoyait que les navires devraient être maintenus en première ligne beaucoup plus longtemps que les précédents cuirassés. Alors que certains étaient restés en service pendant un certain temps, presque aucun cuirassé de la Royal Navy depuis le His Majesty's Ship Warrior n'avait été une véritable unité de première ligne pendant beaucoup plus d'une dizaine d'années. Désormais, avec les Revengers probablement les premiers à partir, les Queen Elizabeths envisageaient un bon total de 30 ans de service grâce au traité naval de Washington. Cela signifiait qu'ils devraient suivre les nouveaux développements technologiques et au cours des années 20, les 5 navires seraient tous reconstruits. Ironiquement, Malaya et Bahram subiraient finalement les travaux les plus importants durant cette période. Cela impliquerait de modifier partiellement la superstructure du pont, d'ajouter des canons anti-aériens, de supprimer les tubes lance-torpilles arrière, d'installer des bulbes anti-torpilles, de réunir les 2 cheminées en une plus grande et d'installer des catapultes pour avions sur certains navires. Cependant, avec le temps, il devint évident que davantage de travaux seraient nécessaires pour maintenir les navires à jour, et les 3 plus anciens furent envoyés pour une modernisation complète dans les années 30. Le Warspite fut le premier, et les leçons tirées de chaque modernisation furent appliquées aux navires suivants, avec le Valiant et le Queen Elizabeth qui suivirent. Le Malaya entra en cale sèche avec le Warspite, mais ayant été rénové plus récemment, il reçut seulement une catapulte pour avion, un hangar et quelques canons anti-aériens supplémentaires. Les 3 navires modernisés virent leurs canons principaux et tourelles modifiées pour permettre une élévation accrue, jusqu'à 30 degrés, ce qui augmenta la portée de leurs canons de légèrement plus de 23 000 yards à environ 32 000 yards. Cela s'accompagnait de nouveaux équipements de contrôle de tir, d'un hangar et d'une catapulte installée pour les avions de reconnaissance. Les anciennes chaudières et turbines furent complètement retirées et remplacées par de nouvelles chaudières à haute pression et des turbines à engrenage, donnant au navire une puissance totale de 80 000 chevaux dans un volume de machines plus réduit. Plus de carburant fut ajouté et l'autonomie globale augmenta considérablement, grâce en partie à l'augmentation du carburant, mais surtout à l'efficacité accrue de la nouvelle centrale et de l'ensemble turbine à engrenage. Et peut-être de façon la plus distinctive, l'ancienne superstructure de la passerelle fut entièrement remplacée par la tour monolithique de style Queen Anne Mansion, comme le surnommait la conception, remplaçant ainsi l'ancienne passerelle, le mât avant en trépied et la tourelle de commandement que pratiquement aucun capitaine britannique n'utilisait de toute façon. Le blindage du pont fut également renforcé pour mieux résister aux bombes et potentiellement aux tirs d'obus à longue portée. Sur le Warspite, la batterie secondaire fut réduite et équipée de canons anti-aériens jumelés de 4 pouces et de pom-pom octuples de 40 mm, mais cela fut jugé insuffisant. Les 2 navires suivants retirèrent toute la batterie secondaire, la remplaçant par 10 tourelles doubles de 4,5 pouces à double usage, 5 de chaque côté ainsi que plusieurs pom-poms de 40 mm. Les canons de 4,5 pouces furent préférés à ceux de 5,25 pouces des King George V en construction, car plus disponibles et permettant d'en installer davantage sur les Queen Elizabeth plus petits. Cela s'est probablement révélé avantageux pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec moins de chaudières, les conduits au-dessus du pont disparurent et après modernisation, les navires n'auraient plus qu'une seule cheminée massive au-dessus du pont principal. Sur le Bahram et le Malaya, dont les tourelles ne sont pas modifiées, il faudrait des supercharges pour augmenter la portée des canons. Cela consistait à augmenter la charge explosive de chaque obus jusqu'à la limite que le canon pouvait supporter de façon fiable. Cela réduirait la durée de vie du canon, mais cela permettait d'augmenter la portée à un niveau proche de celui des 3 navires plus lourdement modifiés, même si ces derniers conserveraient tout de même un avantage de portée relativement considérable sur leurs sœurs moins modifiées. La remise à niveau du Warspite l'a rendu 500 tonnes plus légère qu'à son arrivée, surtout grâce à des machines plus compactes et légères.
Les mesures plus étendues prises sur la Queen Elizabeth et la Valiant ont quelque peu augmenté leur déplacement, si bien que le Warspite est resté le plus rapide de la classe, en fait légèrement plus rapide qu'il ne l'était le jour de son lancement, tandis que la Queen Elizabeth et la Valiant étaient légèrement plus lentes. Les deux dernières auraient aussi un radar lors de leur modernisation, tandis que le Warspite, sorti plus tôt du chantier, l'ajouterait plus tard. Il était prévu de modifier le Barham et le Malaya de la même manière, mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a empêché cela de se réaliser. Pendant la guerre, les 5 navires seraient endommagés à divers degrés par l'ennemi. Le Barham serait le premier à être touché, étant torpillé à la fin de 1939, bien que ses défenses se soient révélées globalement efficaces et qu'il ait pu regagner le port par ses propres moyens, bien que sa vitesse ait été quelque peu réduite. Les réparations l'empêchèrent de participer à la campagne de Norvège. Elle ne reprit du service qu'à Dakar contre les forces françaises de Vichy lors des tentatives de neutralisation du Richelieu. La mauvaise visibilité lui permit seulement de revendiquer un coup au but sur un sous-marin français et un sur le Richelieu, contre quelques impacts de la batterie secondaire du cuirassé et des canons côtiers. L'opération s'est achevée avec le Barham remorquant le Resolution, touché par une torpille évitée par le Barham et nécessitant des réparations. Après cela, le Barham fut affecté à la flotte de la Méditerranée et couvrit plusieurs convois ainsi que des bombardements côtiers avant de participer aux côtés du Warspite et du Valiant à la bataille du Cap Matapan. Évacuée de Crète, elle fut endommagée par des bombes et réparée aux États-Unis avant de retrouver la flotte méditerranéenne quelques mois après. Le 25 novembre 1941, accompagnée du Queen Elizabeth et du Valiant, elle fut torpillée par le U-331, touché par 3 torpilles sur 4 à bout portant, le sous-marin ayant échappé à l'escorte des destroyers anti-sous-marins. Sous cette attaque intense, sa protection contre les torpilles a été insuffisante et elle a rapidement chaviré puis coulé, une explosion de la chaufferie et des soutes à munitions survenant juste après qu'elle ait atteint 90 degrés. Le Malaya termina la guerre en alternant des missions d'escorte de convois dans l'Atlantique et des services au sein de la flotte de Méditerranée, où elle fit don accidentellement d'un obus perforant de 15 pouces à la cathédrale de Gênes et poursuivit également le Warspite lors de la bataille de Calabre. De retour dans l'Atlantique, sa seule présence protégeant un convoi permit d'effrayer les 2 Scharnhorst, et quelques semaines plus tard, elle fut touchée par l'U-106, dont la torpille, ayant couru à faible profondeur, frappa au-dessus de la majeure partie du système de défense contre les torpilles. Cela provoqua en réalité beaucoup plus d'inondations que le coup de 1939 sur le Barham, mais la situation fut tout de même relativement bien maîtrisée, envoyant le navire en réparation pour 4 mois, bien qu'elle ait de nouveau réussi à rejoindre le port par ses propres moyens. Le Warspite a déjà sa propre vidéo, donc nous ne détaillerons pas ici, sauf pour quelques points sur les dégâts de combat. Le Warspite a été touché par des bombes lors de l'évacuation de la Crète, causant peu de dégâts grâce au blindage du pont principal. Lors de la même action, le Valiant a été touché par quelques petites bombes et a subi principalement des dégâts superficiels. Le coup le plus célèbre reçu par le Warspite a bien sûr eu lieu en septembre 1943, 3 bombes Fritz X, chacune pesant 3000 livres et équipée d'une ogive explosive de 600 livres. 2 d'entre elles sont tombées près, causant des dégâts au navire par coup de bélier, mais la 3e a frappé directement, traversant le pont des embarcations, le hangar bâbord, la salle des officiers, la cuisine, le poste arrière des chauffeurs, les casiers à effet, le blindage de pont, puis la salle des chaudières numéro 4, avant d'exploser dans les réservoirs d'eau de réserve tout au fond du navire. 4 des 6 salles des chaudières furent aussitôt hors service, une 5e inondée peu après. La salle des chaudières numéro 1 a fonctionné environ une demi-heure avant de tomber en panne à cause de l'eau salée dans les conduites. Au départ, on croyait la quille brisée, le mât prêt à s'effondrer et le navire en danger de couler, mais Warspite, légendairement robuste, a, malgré sa faible puissance et ses générateurs diesel, ainsi que 5000 tonnes d'eau à bord contre inondée, retrouvé son niveau et constaté que la batterie antiaérienne fonctionnait encore.
Ainsi, complètement privée de puissance, elle a dérivé joyeusement en attendant les secours, y compris à travers un champ de mines potentiellement non signalé, jusqu'au lendemain, lorsque 2 remorqueurs de sauvetage américains sont arrivés pour la prendre en remorque. Son voyage de retour est largement couvert dans sa propre vidéo, mais son capitaine a raconté l'attaque elle-même de la manière suivante. Alors que nous nous frayions lentement un chemin à travers le trafic maritime pour communiquer avec le navire quartier-général Biscayan et avec Avalanche Nord pour un nouveau bombardement, nos vieux amis, les Focke-Wulf 190, ont surgi du soleil et nous ont attaqués avec des bombes. Aucun impact. À peine avaient-ils terminé juste au-dessus de nous que nous avons soudain aperçu 3 nouveaux objets, des bombes planantes. J'ai compris tout de suite ce que c'était. Elles volaient horizontalement en formation pendant quelques secondes à environ 8000 pieds, puis elles sont descendues absolument à la verticale, à une vitesse terrifiante. Il était évident qu'elles allaient nous toucher, cela a pris 2 secondes. Il n'y avait rien à faire et j'ai observé attentivement. La première arrivée a manqué tribord au centre du navire de quelques pieds. Une fraction de seconde plus tard, l'une d'elles nous a touchés juste à côté de la cheminée. La troisième a presque touché du côté tribord. Je ne suis pas tombé au sol, mais j'ai eu un bref trou noir comme après un choc au football ou une chute de cheval. Je voyais et pensais clairement tout le temps. De la fumée noire, de la terre des cheminées et un vacarme infernal. J'ai cru que le mât allait s'effondrer tant il tanguait et se pliait. Je dois dire que, pendant un instant, j'ai vraiment cru que nous étions probablement coulés et j'étais tout à fait prêt à ce que le navire se brise en 2. Personne n'a perdu son calme ni crié sur la passerelle. Tous étaient de première classe et les canons anti-aériens continuaient de tirer. C'était bien. Après la tempête, j'ai vu que le navire pouvait encore manœuvrer et que les moteurs marchaient. J'ai commencé à penser que nous n'avions pas été touchés du tout, seulement frôlés par des tirs. Un incendie a été signalé au hangar. « Éteignez-le » ai-je dit, puis au canon, plus pour l'effet qu'autre chose. Si nous avançons à la vapeur et tirons, nous mènerons notre bombardement final. J'ai pris le cap vers le chenal, puis les rapports sont arrivés, tous calmes et précis. 4 salles des chaudières sur 6 sont inondées, vapeur disponible uniquement pour une vitesse lente sur les moteurs tribord. J'ai continué à avancer à 6 nœuds. Ensuite, le navire ne répondait plus à la barre. Nous étions dans le chenal dragué et nous avons tourné en rond. Ouais, je me demande si un membre de l'équipage du Warspike avait déjà entendu ça auparavant. J'ai arrêté les machines. Nous allions droit sur les mines. Un dragueur de mine a envoyé des signaux violents pour qu'on s'en éloigne. Je ne pouvais pas, car la barre était complètement à droite, et finalement la salle des machines tribord s'est arrêtée, elle aussi. Donc nous étions là, encore une fois, à tourner en rond, portés par notre élan et complètement impuissants. Les joints de vapeur avaient éclaté, et la salle des machines était devenue inhabitable. La 5e salle des chaudières était inondée, il n'en restait plus qu'une seule. J'ai été transféré à la barre depuis le Taylor Flat par commande électrique. Le remorqueur Orpi, un Américain, est arrivé en trombe, m'a rapidement pris en remorque et redressé, et j'ai décidé de mettre le cap sur Malte immédiatement, à une vitesse de 3 nœuds. La perspective n'était pas attrayante, il y avait au moins 6 sous-marins signalés dans la zone. Je n'avais que 4 destroyers et d'autres attaques aériennes étaient attendues. L'étendue des dégâts restait inconnue. Le navire gîtait, nous étions déjà plus bas dans l'eau, mais nous sommes tout de même partis. J'ai appelé Delhi pour une protection anti-aérienne et j'ai demandé une protection spéciale de chasseurs auprès du NCWNFF de l'amiral Hewitt, United States Navy, ainsi que des remorqueurs. Un autre remorqueur est arrivé mais ne voulait pas rester. Je lui ai dit que l'amiral Hewitt l'avait ordonné, alors il a dû rester. Nous avions désormais 2 remorqueurs en tandem. Nous faisions 3 nœuds et demi, et il nous restait 300 milles à parcourir. Pertes, 6 tués et environ 20 blessés. Reçu message de NCWNJ à Warspite. Je regrette profondément les pertes et les dégâts que vous avez subis. Je suis reconnaissant pour votre soutien efficace qui a tant aidé les forces à terre. Lorsqu'ils seront relevés, veuillez m'envoyer Hopi et Marina ici. Bonne chance. Hewitt. Le vendredi 17 septembre, j'ai adressé quelques mots aux marins par l'intermédiaire du diffuseur. La guerre présente un danger commun. Après avoir accompli notre mission, touché et terrifié l'armée allemande, remonté le moral de nos troupes, il n'est pas surprenant que nous ayons influencé l'issue. J'ai admiré leur bonne humeur et leur travail acharné, nous ramènerions la vieille dame à Malte.
Malgré l'énorme trou dans le navire, elle fut néanmoins remise en service et bombarda les plages de Normandie lors du débarquement du jour J, bien que la tourelle X soit hors service. Le 13 juin 1944, alors qu'elle se rendait à Rosite, elle a touché une mine bâbord entre les tourelles X et Y. La mine, de type acoustique avec une ogive de 1500 livres, avait heureusement explosé à environ 20 pieds de la coque. Cela a brièvement coupé l'électricité et définitivement mis hors service les arbres d'hélice bâbord. Le navire a toutefois pu rejoindre le port à 10 nœuds, nécessitant ensuite 2 mois de réparation. Valiant et Queen Elizabeth ne subirent de graves dommages dus à l'action ennemie qu'une seule fois, le 19 décembre 1941. Valiant fut plus tard endommagé lorsque la cale sèche flottante s'est effondrée, mais ce n'était pas une action ennemie. Le 19, alors que les 2 navires étaient dans le port d'Alexandrie, des nageurs de combat italiens ont placé des charges de 500 livres sous leur coque après avoir franchi les défenses. La mine sous le Queen Elizabeth était sous les salles des chaudières, ce qui inonderait 3 salles de chaudières, 2 de dynamo, 2 hydrauliques et plusieurs autres compartiments. Cela a aussi mis hors service 5 des 6 affûts avant de 4,5 pouces, la coque ayant tordu leur rail. Les munitions, le carburant et les pièces de rechange ont été retirées du navire qui a été vaguement remis à niveau grâce à un peu de contre-inondation, bien qu'elle se soit enfoncée de 8 pieds à l'avant, grâce à l'utilisation judicieuse des pompes, ils ont réussi à la maintenir à flot et elle a été rafistolée pour être déplacée en utilisant 2 des chaufferies restantes. Bien qu'elle soit évidemment un peu plus basse sur l'eau, on a maintenu autant que possible une apparence de normalité, au cas où les Italiens viendraient examiner leur ouvrage. Une charge de Valiance a été placée un peu plus à l'avant sous une tourelle, ce qui a entraîné un peu moins d'inondation, le navire s'enfonçant d'environ 5 pieds à l'avant à cause de l'inondation du magasin avant bâbord de 4,5 pouces, avec une inondation partielle dans le magasin principal inférieur et une inondation partielle dans plusieurs autres compartiments voisins. Là encore, le navire est resté techniquement à flot, mais il a fallu procéder à un contreballast pour le maintenir à niveau, et il s'est un peu enfoncé dans l'eau. Les 2 navires ont été soigneusement entretenus pour paraître opérationnels jusqu'à ce que des réparations puissent être organisées, mais ils n'allaient certainement nulle part. La reine Elisabeth, servie dans la Home Fleet jusqu'en mai 1941, fut ensuite transférée à la Mediterranean Fleet, où elle fut touchée par une mine, puis réparée aux États-Unis avant de rejoindre la Home Fleet en 1943. Après être revenue à un état pleinement opérationnel, elle fut envoyée rejoindre la Eastern Fleet à la fin de cette année-là et opéra aux côtés du His Majesty's Ship Illustrious, du Victorious, du Valiant, du Renown et du Richelieu, le cuirassé français, ainsi que de l'United States Ship Saratoga et de tous les escorteurs lors d'une série de frappes, de débarquements et de bombardements contre diverses cibles japonaises. Elle fut finalement relevée par le His Majesty's Ship Nelson en juillet 1945 et devint un navire de réserve en août 1945, où elle resta jusqu'à sa démolition en mai 1948. Voici un bref résumé technique de la classe Queen Elizabeth, suivi d'un aperçu sur la reine Elizabeth, afin d'accompagner les récits plus détaillés du service des navires présentés dans les autres vidéos. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai agi ainsi à ce moment et pourquoi je me concentre davantage sur la reine Élisabeth. Eh bien, vous aurez sans doute remarqué, surtout vers la fin de cette vidéo, qu'il y a eu un certain nombre de plans, non pas d'une photo de la reine Élisabeth, mais d'une maquette très détaillée de la reine Élisabeth, et vous pouvez la voir ici en ce moment. Pour ceux d'entre vous qui suivent la chaîne YouTube en question, un ami à moi, qui est de loin un modéliste et peintre bien plus talentueux que moi, a très gentiment accepté une commande plus tôt cette année afin de construire la maquette Trumpeter du His Majesty's Ship Queen Elizabeth dans sa configuration de 1943 avec la tour, les canons de 4 pouces et demi, etc. Je pense que vous serez d'accord, il a fait un excellent travail. Remarquable. C'est ce que j'appellerais, sans hésiter, une réplique de qualité muséale. Et, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà visité des musées qui exposaient des maquettes de navires de cette taille et de cette forme, et où les modèles étaient en réalité moins impressionnants. Comme vous pouvez le voir, il y a même un hydravion Walrus en cours de récupération. Tous les canons sont mobiles et le navire navigue réellement sur sa propre petite base.
Encore mieux, si vous voulez vraiment examiner la coque en dessous, l'ensemble du modèle est amovible de la base. Maintenant, les plus observateurs et les plus techniques d'entre vous auront peut-être remarqué qu'il manque une chose sur ce navire, les rambardes autour du pont principal. Oui, elles ne sont pas là, mais franchement, je ne souhaiterais pas des rambardes en photodécoupe à mon pire ennemi, encore moins à quelqu'un que j'apprécie et respecte. Donc, honnêtement, elles peuvent être oubliées. Et pour être tout à fait franc, même si elles étaient là, il faudrait pratiquement coller son œil à la coque pour les remarquer. Ce sont des parties de la structure assez petites et fines, mais malgré cela, je suis absolument ravi de posséder ce modèle. Et pour ceux d'entre vous qui suivront le live du vendredi au moment où cette vidéo sera publiée, ce sera dans quelques jours, ce qui correspondra à la session de questions-réponses du Patreon Dry Dock pour le mois d'août. Vous verrez donc ce navire traîner devant moi pendant pratiquement tout le live, donc ça devrait être plutôt sympa. Et l'un des aspects merveilleux d'un modèle aussi précis, c'est qu'il permet de réaliser une enquête photographique complète du navire, ce qui veut dire que vous pouvez montrer toutes sortes de détails pour lesquels il n'existe pas de photo d'époque, ou alors, si elle existe, elle est floue, ou elle n'a pas été prise sous le bon angle pour montrer ce qui se passe. En fait, il se peut même qu'il ait été impossible de prendre la photo sous un certain angle, car cela aurait nécessité l'équivalent d'un drone, et les angles et hauteurs n'étaient tout simplement pas réalisables à l'époque. Donc ce modèle va s'avérer absolument génial pour de futurs plans, où l'on pourrait avoir besoin d'illustrer quelque chose sur la conception générale des navires de guerre britanniques des années 1930 ou sur la classe Queen Elizabeth. En général, comme vous l'aurez sans doute vu sur les photos précédentes. Et donc tout ce qu'il me reste à faire dans cette vidéo, c'est de vous dire que si vous vous intéressez à la construction de maquettes, à la façon de les peindre mieux, de créer des dioramas, ou à tout ce qui touche à cet univers, alors rendez-vous sur sa chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo ci-dessous. SteamGeezer et son fils y partagent de nombreuses connaissances sur la maquette. Je sais que j'ai moi-même appris pas mal de choses en la regardant, et à part ça, allez-y, abonnez-vous si ça vous plaît et merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt dans une prochaine. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.